Nous n'avons pas d'autre choix que d'aider les Maliens à réussir cette transition, martelait le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé, et c'était le 8 mars 2021 à l'occasion de l'ouverture de la deuxième réunion du groupe de soutien à la transition au Mali. Après cet épisode, plusieurs réunions vont être organisées à la fois à Lomé comme à Bamako, sous la supervision du chef de la diplomatie togolaise Robert Doucet. Le Togo a clairement été au cœur de cette transition, au cœur de cette crise jusqu'aux dernières sanctions que vous connaissez récemment venant du couple CEDEAO et puis UEMOA. Alors quel a été le rôle concret que le Togo a joué au cours de ces derniers mois dans cette crise? Les sanctions infligées par les instances sous-régionales signifient-elles l'échec de la diplomatie togolaise? Quel est l'impact des sanctions maliennes sur le Togo au plan politique, économique et social? Nous en parlerons dans un instant avec notre invité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Alors, tradition oblige, nous allons commencer cette émission avec notre traditionnelle rubrique. Et c'est bien sûr la chronique avec Gildas. Gildas, bonjour. Bonjour Roger. Alors Gildas, fermeture des frontières entre les pays de la CEDEAO et le Mali, gel des avoirs du Mali au sein de la BCEAO, coupure des aides financières de tout genre au Mali. Telles sont entre autres quelques-unes des sanctions infligées par la CEDEAO au Mali. Et comme réponse du berger à la bergère, le Mali rappelle à son tour ses ambassadeurs dans les pays de la zone UMOA et puis de la CEDEAO. Et le Mali ferme également ses frontières. Parmi ces pays qui souffrent de la fermeture de ces frontières figure le Togo. Et pourtant, le Togo a toujours entretenu de très belles relations avec le Mali. Effectivement, Roger, sur le plan politique, déjà en 1961, le Togo est l'un des trois pays francophones avec le Mali et la Guinée à signer un accord cadre dans lequel il bénéficie de l'aide américaine sous forme d'aide alimentaire. En 1963, alors que la France cherche à renforcer la cohésion des pays francophones d'Afrique, Sylvanus Olympio, président de la République togolaise d'alors, et Modibo Keïta, président du Mali, s'engagent à la constitution d'une organisation africaine unitaire. Ils participeront ensuite tous deux à la rédaction de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, qui est l'ancêtre de l'Union africaine que nous connaissons actuellement. En 2005, suite au décès du général Gnassingbé Adema, président de la République d'alors, Faure Gnassingbé prend le pouvoir dans des conditions peu orthodoxes. L'ancien président malien Alpha Oumar Kounaré, en poste à la présidence de la Commission de l'Union africaine, va alors dénoncer un coup de force de l'armée togolaise pour imposer Faure Gnassingbé. Selon ses dires, l'Union africaine n'acceptera jamais des mesures anticonstitutionnelles. L'UA prend des sanctions contre le Togo, la CEDEAO fait pareil, en application de l'article 45 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. D'accord, en décembre 2020, quelques mois après le putsch au Mali, Faure Gnassingbé a été le tout premier président à recevoir Assimi Goïta, alors vice-président de la transition malienne. Des échanges entre le chef de la diplomatie togolaise Robert Doucet et M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, ont d'ailleurs eu lieu d'abord à Bamako le 30 mars et le 6 septembre 2021 et ensuite à Lomé où a séjourné M. Abdoulaye du 7 au 9 novembre 2021. Le 8 mars 2021, s'était tenue à Lomé la deuxième réunion du groupe de soutien à la transition au Mali. Un mécanisme mis en place par la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU pour garantir une transition apaisée au Mali. Cette réunion s'est tenue à Lomé, comme tu l'as dit Roger, et au cours de cette réunion, le chef de l'État, qui a ouvert les travaux, a tenu à marquer la présence du Togo pour soutenir le Mali. Il a dit en ces termes, je cite, « Le Togo restera sans faille engagé est disponible aux côtés de la République sœur du Mali et adhérera à toute initiative innovante et solidaire à l'image du GST Mali qui permettront de remettre ce pays sur la voie de la stabilité et de la paix durable. » Sur le plan économique, le Mali est un pays enclavé, se sert souvent des ports de la sous-région. Chaque année, c'est des milliers de tonnes de marchandises qui quittent le port autonome de Lomé en direction du Mali. Selon l'Agence américaine pour le développement international, c'est 14,726 tonnes de marchandises en transit qui ont quitté le port autonome de Lomé à direction du Mali en 2009. Le Mali est le 5e client du Togo en matière d'exportation de produits agricoles avec 6,5% de ses exportations à destination du Mali en 2019. Selon le site d'information agricole marocain, Fellatrade. Le Togo, depuis 2013, envoie des troupes militaires au Mali dans le cadre d'une mission de maintien de la paix.
Bien entendu, sur le plan militaire, le Togo, depuis 2013, fournit notamment du personnel médical et des policiers membres de la police des Nations Unies. Ils sont chargés, entre autres, de sécuriser les villes du Mali et aussi de garantir la protection des civils dans tout le pays. De 2013 à aujourd'hui, 17 soldats togolais membres de la MINUSMA, Mission des Nations Unies pour la sécurité au Mali, ont perdu la vie et on en a compté 7 en 2021. D'accord, Gédas, merci. Merci beaucoup, Roger. Place à présent au débat. Nous allons voir aujourd'hui l'impact que les sanctions de la CEDEAO, du couple CEDEAO-UEMOA, a infligé au Mali. Nous verrons un peu les conséquences sur le plan politique, économique et social que ces sanctions peuvent avoir sur le Togo. Et notre invité du jour, il s'appelle Monsieur Thierry Tama. Bonjour. Bonjour. Voilà, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président du groupe parlementaire NED-PDP, ce qui vous dit que vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous êtes le président du parti, le nouvel engagement togolais, le NED. Mais aujourd'hui, nous vous recevons surtout en tant qu'analyste politique parce que très souvent sur votre page Facebook, vous ne laissez passer aucun sujet d'actualité. Nous allons commencer d'abord avec le volet diplomatique. Déjà, le journal Nos confrères Intelligence, Afrique Intelligence révélait déjà dans son édition du 19 octobre 2020 que 2 jours après le putsch au Mali, il y a eu des contacts qui ont été noués entre les putschistes maliens et puis le pouvoir togolais. Le journal évoque également des entretiens téléphoniques qui auraient lieu entre le président togolais et puis les autres, des rencontres nocturnes de façon clandestine. Et dans les jours qui ont suivi, on a vu le président, en tout cas Goïta, qui à l'époque était vice-président, débarquer à Lomé. Le Togo faisait partie d'ailleurs des tout premiers pays à recevoir la junte. Comment est-ce que le Togo s'est retrouvé au cœur de cette affaire-là, très tôt comme ça, 2 jours après? Non, je pense que, bon, je ne suis pas dans les secrets du journal que vous avez cité, mais je crois quand même qu'il y avait même, avant l'ascension de la CEDEAO, il était prévu une rencontre à Lomé, des principaux acteurs de la crise malienne. Donc je pense que au cours du premier trimestre de 2022. Voilà, donc je pense que le Togo a essayé quand même, dans la mesure du possible. C'était, vous savez, c'est une tradition séculaire du Togo en termes de diplomatie, surtout sur les conflits. Je rappelle quand même que Eyadema est à l'origine de la création de la CEDEAO en 1975, le 28 mai 1975. Donc je crois que le Togo a essayé de jouer dans cette crise-là, qui aujourd'hui impacte toute la sous-région, puisque le Mali est quand même le nœud de plusieurs routes commerciales en Afrique de l'Ouest. Donc je crois que le Togo a voulu jouer un rôle de médiation, à essayer d'éviter qu'on en arrive à ce que nous sommes arrivés depuis le 9 janvier. Je crois que c'était une tentative de régler les choses avant qu'on arrive à des sanctions. Et malheureusement, quand on regarde les conséquences de la rencontre des présidents, de la conférence des présidents du 9 janvier dernier, je pense qu'on n'y a pas réussi. D'accord, mais quand on regarde un peu la position géostratégique du Mali, le Togo ne fait pas partie des voisins directs du Mali. Alors on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que chercherait par exemple le Togo en prenant la tête de cette coordination-là qui aide les Maliens à réussir leur transition. Quand vous prenez, le Togo est un pays côtier. Quand vous prenez beaucoup de crises, que ce soit la crise au Burkina Faso à l'époque, que ce soit la crise au Mali même d'ailleurs à l'époque en 99 plutôt, quand il y a eu le premier coup d'État et ainsi de suite, le Togo a toujours joué un rôle central sans pour autant avoir des frontières. C'est pour ça que je dis, quand vous avez un pays qui veut avoir une place dans la diplomatie, elle n'a pas besoin d'avoir une place frontière. Je parlais tout à l'heure de la place centrale du Mali, parce que vous voyez que les 2 grands fleuves, le Sénégal et le Niger, font que, en réalité, beaucoup d'échanges, que ce soit entre le Sénégal et le Niger, en allant vers le Burkina Faso et donc en descendant plus tard, passent forcément par le Mali. Et que le Mali, quand même, a une grande activité commerciale. Et l'ensemble de cette activité commerciale passe aussi par le Togo. Vous savez que le Togo veut devenir un peu le Singapour de l'Afrique de l'Ouest, ou bien même de l'Afrique généralement. Donc les intérêts politiques sont là et les intérêts économiques sont là. Mais sur le plan de l'intérêt politique, je crois que parfois, quand il y a des crises qui se passent, il y a des pays qui soit se désignent ou bien avaient plutôt des relations antérieures et se disent, écoutez, moi je peux sans aucun doute essayer de faire la diplomatie agissante. Comme je l'ai dit, je n'ai pas les éléments sur les coups de fil nocturnes, mais je crois que
si je m'en tiens uniquement à la réunion qui doit avoir lieu au premier trimestre de cette année à Lomé concernant la crise malienne, c'est que le Togo a pris les choses en main. Il y a eu beaucoup de déplacements. Le président, le ministre des Affaires étrangères a fait beaucoup de déplacements. Robert Dossé a fait beaucoup de déplacements au Mali. Donc je crois que c'est cette optique-là qui était prise en compte. Essayer de trouver des points d'entente pour éviter de se retrouver dans l'extrémité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc c'est beaucoup plus une question d'influence. Je pense. Parce que beaucoup de pays comme le nôtre, parfois comprennent que nous sommes un petit pays. Si on se limite uniquement à notre capacité militaire, par exemple, on ne fera pas le poids. Mais si on peut faire comme le général Yaya de Mal avait fait par le passé, c'est-à-dire que vous savez, le Togo était devenu un peu le pays des accords. C'est-à-dire que tous les traités, tous les accords se passaient. Nous étions devenus vraiment le centre névralgique de la diplomatie africaine. Je pense qu'il y a une tentative. Malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu avec les décisions du 9 janvier. D'accord, vous évoquiez tout à l'heure une réunion qui devrait avoir lieu entre la diplomatie togolaise et puis la junte, en tout cas la diplomatie malienne, au cours de ce premier trimestre. Mais dans le contexte actuel, au regard des derniers développements, est-ce qu'il y a des chances que cette réunion ait encore lieu? Ah non, c'est fini, c'est mort. Là, c'est mort, il faut passer à autre chose. Parce que le pays est sous embargo. Aujourd'hui, le Togo, il n'y aura pas de sens si le Togo organise quelque chose de façon solitaire. Parce que quand vous prenez les décisions de la conférence des présidents, on dit quand même que même les sanctions ne prennent pas en compte toutes les initiatives qui peuvent aller dans le sens du règlement de ce conflit. Donc ça veut dire que si demain, le président actuel de la transition décidait éventuellement d'aller au Ghana pour traiter du problème, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si de façon solitaire, sauf si le Togo est mandaté par la CEDEAO pour essayer de trouver des points d'entente, mais vous savez que dans ce genre de problème, actuellement on a un envoyé spécial de la CEDEAO, un médiateur de la CEDEAO pour ce qui concerne le Mali, c'est le professeur Goodluck Jonathan. Donc il n'y aura pas de raison à ce que, en plus de ce médiateur-là qui existe, en plus de la conférence des présidents, qu'il y a quelque chose qui s'organise. Parce que si quelque chose s'organise au Togo, ça veut dire que beaucoup de personnes vont se déplacer pour venir au Togo. D'accord, nous allons fermer un peu la page de la diplomatie, mais je voudrais vous demander, quand on voit un peu aujourd'hui les sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Mali, ça veut dire que le message togolais n'est pas passé. Peut-on parler tout simplement de l'échec de la diplomatie togolaise sur la question du Mali? Non, pas de l'échec. Parfois, vous savez, les choses ne marchent pas parce que peut-être en face, il n'y a pas une bonne volonté. Moi, je ne donne pas forcément mon opinion concernant cela, mais je pense qu'il y a une tentative, elle n'a jamais été officielle, pour essayer de sauver une situation. La situation n'a pas été sauvée parce que, personnellement, je pense que les bonnes volontés aussi ne sont pas manifestées dans tous les camps. Mais aujourd'hui, parler de l'échec, pour parler de l'échec, il faudra anticiper sur le fait qu'officiellement, le Togo est engagé des pourparlers officiels. Mais ça n'a jamais été le cas. Il y a eu des démarches parfois solitaires, il y a eu des démarches qui s'appuyaient sur les relations, comme je l'ai dit, antérieures. Mais je ne parlerai pas d'échec. Je dirais que peut-être les démarches qui ont été mises au niveau du Togo ont été prises de court par l'évolution de la situation au Mali, tout simplement. Si la rencontre qui aurait dû avoir lieu avait lieu au Togo et que éventuellement elle n'aurait abouti à aucune conclusion, en ce moment-là je parlerai d'échec. Mais là je parle beaucoup plus d'une accélération de la situation qui a fait que en fait, la diplomatie qui était en train de se mettre en place n'a pas eu le temps d'avoir des résultats concrets. D'accord. Tout à l'heure, dans ma présentation, j'ai manqué de dire aux téléspectateurs que vous êtes ancien officier des forces armées togolaises. Ça allait venir forcément. Ok, oui. Oui, justement. Donc, nous allons cette fois-ci parler de l'armée. C'est pour ça que je profite pour en parler. 800 militaires togolais ont regagné Lomé en provenance du Mali, précisément de la mission de la MINUSMA. Alors, vous, en tant qu'ancien officier, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la portée de cette mission à laquelle le Togo a participé dans ce pays? Oui, bon, écoutez, il faut savoir que le Togo a intervenu à 2 niveaux sur la situation au Mali. Le premier niveau, c'est en janvier 2013,
quand l'ONU, à travers la résolution 2085, a mis en place ce qu'on appelait à l'époque la mission internationale de soutien au Mali sous structure africaine. C'est-à-dire que quand les rebelles ont commencé à descendre, après avoir conquis l'Azawad, ont commencé à descendre vers le sud, vers Ségou et Mopti, cette résolution a été mise en place. Mais initialement, on comptait faire un déploiement autour de septembre, juillet-août plutôt, 2013. Et quand les rebelles ont commencé à descendre, on a demandé aux troupes africaines. Et le Togo, à l'époque, déjà, a été l'un des tout premiers pays. Nos forces sont montées même par la route, alors que souvent, on organise des rotations par avion. Mais organiser des rotations par avion dans le contexte qu'il y avait faisait que nos éléments n'auraient pas été opérationnels parce que souvent, on fait partie d'abord les moyens roulants. Et puis après, les troupes montent par avion. Donc là, les troupes sont montées directement. Le Togo était parmi les toutes premières troupes à se retrouver sur place, rejoint plus tard par les contingents des autres pays, et puis par un très fort contingent tchadien qui est venu par le Niger. Donc, la mission initiale, c'était d'aider à non seulement arrêter cette colonne d'Ansardine et du Moudjao et de Hakmi qui était en train de descendre, mais surtout d'aider nos frères maliens à récupérer leur souveraineté sur les villes, surtout du nord qui avaient été conquises, à savoir Tombouctou, Gao et et Kidal. Donc ça a été fait. Et puis plus tard, au mois de juillet, il y a eu donc maintenant la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la sécurisation du Mali, et qui a été mise en place. En ce moment-là, nos troupes, la montée en intensité de nos troupes est montée à 800. Au départ, on était à 500. On est monté à 800. Et aujourd'hui, le Togo est sur au minimum 3 places fortes, Kidal, Mopti et Gao, où nos troupes aident à la sécurisation du pays. Et bien entendu, la plupart du temps, les missions durent 6 mois. Et après, on fait des rotations. Donc là, c'est une rotation qui a été faite, tout simplement. D'autres sont partis et d'autres sont revenus. Mais vous savez, la rotation, c'est ce qu'on appelle la relève. C'est-à-dire que les gens arrivent, vous leur montrez les postes que vous occupez, les missions que vous avez. Ils s'installent. Parfois, vous faites une semaine avec eux pour s'assurer quand même que les personnes civiles, les personnes ressources savent que de nouvelles têtes sont arrivées. Et donc, avant que les troupes ne reviennent. Donc, on a eu un déploiement de 800 Togolais d'abord. Et ensuite, on a rapatrié les 800. D'accord, mais avec les derniers développements, y a-t-il un risque que le Togo rapatrie finalement ses militaires à cause des sanctions de la CEDEAO? Non, parce qu'au fait, en réalité, quand vous prenez la mission de la MINUSMA, c'est de dire on lutte contre le terrorisme, on aide bien entendu à la protection des civils, et puis c'est pour ça qu'on parle d'une mission multidimensionnelle intégrée. C'est-à-dire que ce n'est plus une mission purement militaire, mais c'est une mission aussi qui aide à la population à retrouver, bien entendu, le minimum. Par exemple, les forages sont établis, même des systèmes solaires, accompagner l'administration à s'installer réellement. Parce qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie, plusieurs parties du territoire échappent réellement au contrôle de l'administration. Donc, aider progressivement l'administration à s'installer, les préfets, ainsi de suite. Donc, c'est une mission qui n'est pas forcément qui n'est pas concernée par la crise qui est actuellement, puisque c'est une crise qui oppose la CEDEAO et l'État malien, la transition malienne. Mais maintenant, il est évident que deux choses peuvent arriver. La première, c'est que la CEDEAO le Mali peut demander à ses troupes de partir, aux troupes onusiennes de partir, c'est son droit. Ou bien, on a parlé dans les sanctions de la force militaire en attente. Ben, si cette force militaire en attente est activée, il est évident que nos troupes ne peuvent pas rester au Mali pendant que des fois sont en train d'aller faire, par exemple, la guerre au Mali. D'accord, parlons à présent de l'impact économique des sanctions de la CEDEAO, des sanctions du Mali sur le Togo. Une délégation du fisc togolais était partie en octobre dernier au Mali pour une opération Charme. C'était à l'occasion d'une journée porte ouverte sur le port autonome de Lomé. L'objectif, c'était d'aller expliquer les facilités douanières que pouvaient avoir les marchandises en provenance du Mali ou bien au départ pour le Mali. Pour les opérateurs économiques de ce pays, maintenant, avec les sanctions que nous avons actuellement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec cette initiative que le fils togolais avait prise? Oui, vous savez, le Togo a fait un gros investissement en ce qui concerne le port avec le 3e quai,
Et nous avons l'un des ports en eau profonde. Et comme je l'ai dit en début d'émission, le Togo veut devenir le Singapour de l'Afrique. Et pour cela, nos meilleurs clients, c'est ceux qui sont dans l'Interland, à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Mais le Mali a une position assez particulière parce qu'il est aussi frontalier avec le Sénégal. Et le Sénégal aussi a bien entendu une activité portuaire très importante. Donc, la délégation de l'OTR était allée essayer de faire un peu la cour. Après avoir, ils ont fait la tournée, ils ont fait le Burkina Faso, le Mali, était un peu d'aller faire la cour et présenter les avantages à commercer avec le Togo. Et vous savez qu'actuellement, avec le projet Aris, on est en train de vouloir dédoubler la nation numéro 1. Donc, pour fructifier encore le trafic, on a le projet du port sec à Tapamé, on a déjà le port sec à Pia. Donc, il y a un certain nombre de points. Et aujourd'hui, quand vous prenez le trafic, donc le transbordement des conteneurs et ainsi de suite, le Mali, par rapport à l'Interland, est notre premier client. Donc du coup, il va avoir des impacts assez négatifs. Parce que qui dit embargo, on a dit, oui, c'est vrai que c'est uniquement les biens alimentaires, de première nécessité alimentaire, essence éventuellement, et les produits médicaux. Mais ceci va certainement, mais de façon importante, impacter les échanges qu'il y avait entre donc, le port de Lomé et le Mali. Je ne peux pas dire exactement quelle va être la valeur, mais je pense qu'avec actuellement la communication que le Togo essaie de faire de façon transparente, on aura assez rapidement des indications sur l'impact financier et économique que cet embargo va avoir, même si je dois avouer que j'espère que le peuple malien ne va pas souffrir des tentatives des uns des autres, des acteurs politiques et militaires maliens. J'espère qu'on va trouver rapidement une issue pour éviter que des conséquences assez fâcheuses ne puissent impacter le peuple malien. D'accord, parlons à présent de la compagnie aérienne Askai, basée à Lomé, une compagnie togolaise. Créé par un Togolais, Gervais Kofi Diondo, que nous saluons au passage. Mais déjà, quand on sait que la crise de Covid-19 a eu à fragiliser beaucoup de compagnies aériennes à cause du fait que ces compagnies n'ont pas volé pendant plusieurs mois, est-ce que cette affaire ne vient pas porter un coup dur à Sky? Oui, il est évident que ce n'est pas uniquement Sky. Je pense que tous les opérateurs économiques qui ont des activités réelles avec le Mali vont en souffrir. Et il est évident que Sky va aussi en souffrir. Je crois qu'il doit avoir, c'est mon avis personnel, il doit pouvoir être possible qu'on ait des discussions pour que, en ce qui concerne par exemple des cas urgents, ça peut être des cas de maladie qui nécessitent une évacuation, ou bien ça peut être des cas aussi économiques urgents. Je pense qu'on peut au moins aménager des couloirs. Sinon, c'est vrai que Askai va en souffrir. On peut dire que tout heureux quand même que ce n'est que la destination Lomé-Bamako qui est impactée, que le reste des pays de la CEDEAO quand même reste ouvert quand même au voyage de la compagnie. Mais oui, c'est vrai qu'aucun embargo n'est bénéfique. C'est évident. C'est qu'aujourd'hui, je lis un peu, beaucoup de voyageurs terrestres sont bloqués, que ce soit pour rentrer ou bien pour sortir. Aujourd'hui, n'oublions pas, au fait, même l'impact financier, parce qu'au fait, tous les flux financiers vis-à-vis du Mali sont bloqués. Effectivement, on allait même aborder cette question en disant... Du coup, c'est quand même un coup dur. Voilà, il y a un certain nombre de Togolais, par exemple, qui vivent des transactions financières venant de la diaspora togolaise au Mali. Maintenant, en fait, il faut regarder les transactions. Si c'est des transactions qui quittent la diaspora togolaise ou bien la diaspora malienne pour venir au Togo, c'est pas bloqué, mais c'est tout ce qui passe par le Mali qui est bloqué. Donc, oui, si par exemple vous avez... Mais quand il y aura manque de liquidité là-bas, parce qu'avec le temps, avec la sanction liée à la BCEAO... Au bout d'un mois, parce que déjà à la fin de ce mois, il va falloir payer les fonctionnaires. Il y a les levées de fonds sur les marchés régionaux. Tous les pays vus de ça, vous voyez, tous les 2 ou 3 mois, le Togo lève des fonds parce qu'il y a des tensions de trésorerie. Et donc le Togo lève des milliards sur le marché régional, c'est ce que tous les pays font. Donc c'est en réalité une situation qui va bloquer beaucoup
impacté beaucoup de personnes, que ce soit sur le plan des affaires au niveau des banques, ainsi de suite, que ce soit sur le plan des transactions, qu'elles soient même officielles ou bien même que ce soit sur le plan des transactions qui peuvent être éventuellement des transactions. Par exemple, quand vous allez au marché de Lomé, vous avez énormément de personnes qui envoient de l'argent par des moyens au niveau des bus, parce que ce moyen-là existe aussi et fonctionne très bien. Moi, quand j'ai des marchandises, par exemple, envoyées à Bamako, parfois il faut juste aller au niveau des bus qui passent. Donc c'est énormément de personnes qui vont souffrir de cet embargo. Et c'est ainsi que l'intégration des peuples africains qui à la base était à l'origine quelque part de la création de la CEDEAO est mise à mal. Monsieur Jerry Tama, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien avec Monsieur Jerry Tama. Je ne cesserai jamais de le dire, Vox Africa, c'est la voix d'une Afrique fière. À la prochaine.